Et alors, une dernière question, c'est donc on voit le parallèle que vous faites entre l'Europe pardon, et la France, la constitution de la France qui passe d'un état d'empire à un état de nation avec la Révolution française. Qu'est-ce qu'il faut pour que l'Europe passe maintenant de l'état d'empire à l'état de nation et devienne la nation européenne? Ce qui ne va pas faire plaisir à tous les auditeurs, hein, parce que la plupart des Non, gens non, pensent plutôt que ça va éclater et disparaître. je m'en Donc, doute, oui, et souvent quand j'explique aux gens qu'effectivement il y a plus tellement de séparatisme européen, il y a plus de grands partis en Europe, dans les États-nations européens qui prônent le séparatisme, ça énerve effectivement beaucoup de gens qui sont très hostiles à l'Union européenne, mais je pense qu'il faut surmonter ce sentiment en se disant que souvent les gens qui supportent pas l'Union européenne, c'est l'impression d'être dépossédés de leur démocratie, alors qu'il y a un petit peu dans ce que j'évoque, l'espoir de reconquérir justement un pouvoir démocratique, mais qui serait à une échelle au-dessus, justement, qui serait l'échelle européenne. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Ben, en fait, il ne nous manque pas grand-chose. Je pense qu'on est déjà en limite de ce qui se passe, parce que l'homogénéisation, elle existe déjà. Aujourd'hui, vous avez en moyenne, je regardais encore tout à l'heure un sondage à l'échelle européenne en demandant aux gens s'ils se considéraient comme des citoyens européens, et c'est le oui l'emporte de manière croissante. On doit être à 60% de moyenne dans tous les pays membres de l'Union. Je crois que celui où c'est le plus faible, il me semble que c'est la Bulgarie et qui doivent être à 52%. Donc ça reste majoritaire même dans les pays et c'est pas le pays dont on penserait qu'il est le plus, qui se sent le moins ouais. européen finalement, parce que c'est des pays qui ont beaucoup profité de ce système-là. Donc l'homogénéisation, c'est le cas. Les débats à l'échelle européenne, politiquement, sont à peu près les mêmes dans tous les pays, et surtout le cadre de réflexion se fait de plus en plus au niveau européen. Ce qui manque, c'est la perte de légitimité et la ruine financière. La perte de légitimité, ça arrive souvent à l'occasion d'une guerre, une guerre perdue ou une guerre qui tourne mal. Et je pense que de ce côté-là, les difficultés qu'il y a autour de l'Ukraine, notamment avec un certain nombre de débats aujourd'hui qu'il y a autour de l'Allemagne, peuvent être des prémices de ça. Mais il y a d'autres choses qui ont pu jouer aussi, c'est la pandémie. La pandémie a créé également des fractures très importantes entre le centre et la périphérie, les difficultés énergétiques aussi. Aujourd'hui, on a vu, l'Espagne, le Portugal sortir, du système intégré, d'énergie. Nous, on ne le fait pas encore. Mais, en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que ces crises, globalement les crises des 3 dernières années, et on les accumule quand même, ont tendance à faire, à discréditer un à un tous les choix stratégiques qui ont été pris par les élites européennes depuis des décennies, notamment sous influence allemande, c'est-à-dire l'abandon du nucléaire, c'est-à-dire l'accueil des immigrés massifs, c'est-à-dire sur toutes ces problématiques, il y a un discrédit qui tombe complètement sur ces élites-là. Et donc ça, c'est mauvais pour elles, mais c'est bon, on va dire, pour la contestation qui naît autour. Et deuxièmement, troisièmement plutôt, il manque la ruine financière. La ruine financière, je pense qu'elle approche à grands pas, notamment la ruine financière du dominant à l'intérieur de l'espace, c'est-à-dire justement l'Allemagne. De plus en plus, on répète que l'Allemagne va au-devant de difficultés encore plus grandes que celles qu'elle ne connaît déjà, au regard de la crise russe, de ses difficultés. En fait, c'est tout son modèle économique et tout son modèle de domination justement de l'espace européen qui s'effondre, puisqu'il se fondait sur un partenariat énergétique, notamment avec la Russie. Et donc, en fait, tous ces signes sont déjà en train de se mettre en place, et le déclenchement, c'est qu'en général, ces 3 critères, on n'a pas parlé, mais ces 3 critères qui s'accumulent déclenchent une crise institutionnelle, normalement. Cette crise institutionnelle, elle est justement entre le centre du pouvoir impérial habituel, la l'empereur, le roi ou son émanation, gouvernementale, et l'organe représentatif, mais qui manque encore de pouvoir. Par exemple, les États généraux qui n'avaient pas de pouvoir décisionnel dans l'Ancien Régime, etc., ou même encore le Reichstag à la fin de la Première Guerre mondiale en Allemagne. Et c'est le moment où cet organe-là va décider de se saisir et de faire une espèce de coup d'État parlementaire, si vous voulez, comme le serment du jeu de paume pendant la Révolution française, qui dit non, mais le peuple européen, c'est nous qui le représentons, c'est pas vous, en s'adressant à la Commission et au Conseil européen. Et c'est à ce moment-là que le mouvement de révolution commence, parce que vous avez une lutte à l'intérieur du pouvoir entre deux organes dont l'un veut faire emporter sa légitimité sur l'autre. Et ça, je Et là, ça pense qu'on en voit. serait, là, ça serait entre le Parlement européen et la Commission. Et la C'est ce que Commission, vous je pensez? pense. Et à mon avis, on en voit les premiers signes avec, d'un côté, le Qatargate qui amène à une grosse remise en question du Parlement,
Et de l'autre côté, le fait que le Parlement, lui, veut mettre Madame von der Leyen sur la sellette, notamment à propos des contrats Pfizer. La commission Covid a demandé à ce qu'elle soit convoquée devant elle. C'est à Madame Roberta Metsola, la présidente du Parlement, de convoquer Madame von der Leyen, mais c'est une convocation qui n'est pas obligatoire, hein. Ils ont déjà convoqué Albert Bourla, le PDG de Pfizer, qui a refusé de venir, il a envoyé un Oui. sous-fifre. Donc Madame von der Leyen pourrait refuser d'y aller. Mais ça créerait quand même une crise de confiance, je pense, entre les deux institutions qui serait assez forte et qui pourrait être le point de départ de relations qui s'envenimeraient progressivement. Oui, mais si vous voulez, pour une révolution, enfin en 14-18, on a eu la Première Guerre mondiale en Allemagne qui a mis l'Allemagne sur le flanc. En France, ça a été profondément violent aussi. On ne voit pas trop comment ça peut être violent en Europe. On n'a pas de. Alors, C'est pas parce que des députés européens vont nous dire allez vous battre qu'on va aller se battre. Hein. Non, mais en fait, c'est pas exactement comme ça que la dynamique se fait. Il y a déjà la guerre extérieure n'est pas une nécessité. Si vous prenez l'effondrement de l'URSS, il y avait pratiquement plus de guerre. Ils étaient à peu près au même stade et ils ont eu le discrédit du régime et la ruine financière en même temps. Et après, vous avez la perestroïka et tout a échappé au pouvoir finalement. Donc la guerre extérieure, c'est dans le cas allemand par exemple, c'est ce qui a amené à la fois le discrédit et la ruine financière. Effectivement, là, il n'y a pas de problème. Pour la France, le discrédit, il avait eu lieu bien avant, pendant la guerre de 7 ans, donc c'était 30 ans avant la Révolution française. Mais il a fallu attendre la ruine financière pour que ça tombe. Donc, il n'y a pas besoin de guerre extérieure de l'Union européenne. Il suffit que les choses restent telles qu'elles sont et qu'il y ait un conflit justement qui s'amorce entre les institutions représentatives. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où vous avez une crise constitutionnelle qui apparaît entre l'exécutif et le législatif et qu'aucun des deux ne veut lâcher, que le législatif veut s'arroger de nouveaux pouvoirs, par exemple l'initiative des lois ou de contrôle du gouvernement, etc., pour le Parlement européen, et où l'autre résiste, ça crée une faille dans l'ordre politique. C'est-à-dire que vous avez tout un clivage qui se met en place ensuite autour de ça, et vous avez tout un tas de revendications diverses et variées qui s'engouffrent dans cette lutte de pouvoir. Parce que vous aurez tout un tas de gens qui prendront le parti du Parlement européen parce qu'ils ont un autre agenda derrière, qui se disent que c'est le bon moyen d'obtenir plus de démocratie ou que c'est le bon moyen d'obtenir, j'en sais rien, la décarbonation totale. Donc, le fait qu'il y ait une scission à l'intérieur, au cœur de l'ordre politique, hein, ça agite, si vous voulez, ça met en branle tout un tas de gens qui sont dans l'attente qu'il se passe quelque chose pour bouger. Et donc, c'est en fait, c'est en ce sens-là que la crise peut amener les gens à s'agiter très profondément. C'est parce que l'impression que le pouvoir se contredit, qu'il y a une hésitation dans le pouvoir, ça a tendance à relâcher en fait tous les gens qui, tant que le pouvoir est puissant et capable de maintenir le couvercle, n'osent pas bouger. Et donc, je pense que c'est en ce sens-là qu'une crise à la tête de l'Europe pourrait avoir un effet extrêmement important. Par exemple, si vous avez une crise qui démarre effectivement pour une affaire tout à fait, j'ai envie de dire, annexe, comme le problème du contrôle de Mme von der Leyen dans les contrats Pfizer, cela peut se superposer à un débat politique de fond, par exemple, sur le fait de savoir est-ce qu'il faut mutualiser toutes les dettes européennes, si on entre dans une crise très profonde. Et là, ça amène un clivage qui va bien au-delà de la petite crise institutionnelle, où vous aurez toute l'Europe périphérique qui sera d'un côté, et toute l'Europe, on va dire, traditionnelle de l'austérité, tout l'espace germanique qui sera de l'autre. Et donc, dans ces cas-là, sans même qu'il soit, je ne parle même pas de guerre interne, hein, mais la violence politique du combat à l'intérieur et des revendications peut monter très rapidement. D'accord. Et dans ce cas-là, on revient à quelque chose. Si effectivement on bascule, donc vous dites que ça va prendre une quarantaine d'années de faire la bascule. Et une fois cette bascule mise en place, on entre dans un système qui est plus démocratique et avec, au bon terme démocratique, c'est-à-dire que j'avais vu dans un autre de vos livres que l'État, au début, les lois sont faites pour le peuple, pas contre l'État, mais pour le protéger de l'État. Oui. Et progressivement, les lois deviennent faites par l'État pour augmenter son pouvoir à lui. Et Voilà. notamment, c'est ce qui avait causé la fin de l'Empire romain dans ce que vous aviez écrit. Alors, je précise, hein, vous êtes docteur en droit, hein, c'est pour ça que vous êtes intéressé au sujet. Et donc, l'idée, ça serait de revenir, cette révolution permet ensuite de revenir à un pouvoir au peuple, quoi.
Tout à on fait. Alors, c'est bascule. c'est c'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, c'est le parlement qui reprend un rôle, important, et où son mode d'élection est fait correctement, normalement, il est beaucoup plus représentatif, et ce sont beaucoup moins des combines de couloirs ou des choses qui échappent à son contrôle qui emportent la décision sur les sujets importants. Et aujourd'hui, c'est vrai que le problème du Parlement européen, c'est que c'est un parlement qui parle beaucoup, mais qui a pas tellement de pouvoir. Il a pas de vrai pouvoir de censure contre la Commission européenne. Il faut voter aux 2 tiers une motion de censure. On voit déjà qu'en France, on vote jamais de motion de censure à 50. Alors aux 2 tiers, autant dire que ça n'arrive jamais, c'est un peu Mmh. virtuel. Donc je pense qu'il y a une possibilité, d'avoir ce progrès-là, qui peut commencer à arriver. D'ailleurs, il n'y a pas besoin d'attendre 40 ans. 40 ans, c'est vraiment pour que le mouvement, on va dire, soit fini, c'est ce qu'on observe en général. Mais on peut avoir des 1ers acquis de ça, beaucoup plus rapides, qui peuvent arriver en quelques années. Le problème, c'est qu'en même temps, cette période, normalement, elle est souvent, très génératrice aussi de conflits à l'extérieur ou d'interventions extérieures à l'intérieur du pays. C'est ça qui m'inquiète le plus, c'est que, généralement, un pays qui entre dans ce type de révolution, est tout de suite, soumis ou perturbé par des interventions extérieures, qui viennent chacune tenter de tirer leur épingle du jeu. Pensez, à l'Espagne des années 1930, qui est devenue une espèce de grand champ de bataille entre les communistes, les fascistes, et les Mmh. démocraties qui osaient même pas y mettre le doigt parce que c'était trop compliqué. Ma crainte, c'est qu'avant qu'on atteigne, donc la fin du chemin, on devienne un espace de guerre, par procuration encore plus renforcé entre les grandes puissances de notre époque qui sont, les États-Unis, la Russie, la Chine aussi. Oui, ce qui se passera probablement si l'Allemagne se rapproche de la Russie, parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a actuellement le conflit en Ukraine. C'est-à-dire qu'on a une Allemagne trop proche de la Russie, et du coup, les intérêts des Américains qui vont à l'encontre de ça et qui font tout pour ramener l'Europe vers eux, et ils ont pas, je ne vais pas jusqu'à dire qu'ils ont déclenché la guerre en Ukraine, hein, c'est pas du tout, mais quelque part, ça les arrange bien, et ils n'hésitent pas à souffler sur les braises parce que ça permet de couper le lien entre Alors tout l'Allemagne à fait, il y a et il y la a un Russie. intérêt stratégique majeur des Américains à empêcher l'alliance entre l'Allemagne et la Russie. Le fait est que c'est un intérêt de beaucoup de pays, de ce que j'appelle l'Europe périphérique aussi, au premier rang desquels la France, puisque il faut bien se rendre compte que cette espèce de domination écrasante de l'Allemagne qui existe aujourd'hui sur l'ensemble de l'Union européenne, elle l'a construite pendant ces 20 dernières années, justement grâce à son partenariat avec l'Allemagne. Donc l'Allemagne a utilisé son partenariat avec la Russie pour construire sa domination en Europe. Et donc, il y Mm. a beaucoup de pays, et il n'y a pas que la France, je pense à la Pologne, je pense aux pays latins, je pense à la Grèce, beaucoup de pays qui ont donc finalement un intérêt, même si ça entraîne pas mal de souffrance, à ce que, il y ait ce cordon qui soit un peu coupé entre la Russie et l'Allemagne, parce que c'est la condition préalable au rééquilibrage des relations à l'intérieur même de l'Europe. Parce que finalement, on prive d'une certaine manière, l'Allemagne de son trésor de guerre, grâce auquel elle domine, tout l'espace européen. Donc il ne s'agit pas de faire la guerre à l'Allemagne, bien sûr, mais pour rééquilibrer, les relations, politiques, il faut rééquilibrer aussi les relations, économiques nécessairement. Ça passe par là. Et par contre, D'accord. inversement, les États-Unis, ce qu'on peut craindre, c'est dans un deuxième temps qu'eux, refusent, que cette Europe, unifiée naisse véritablement, parce que, pour le coup, ça serait un concurrent, important aux États-Unis. Alors que cette espèce de formation un peu molle qu'on a actuellement et qui leur permet malgré tout toujours d'intervenir ou de discuter directement avec certains États membres, c'est le modèle qui arrange le mieux les États-Unis aujourd'hui. Oui, donc l'Europe pourrait non pas finir comme la France, c'est-à-dire un gros État-nation, enfin gros au début du siècle dernier, Oui. mais gros quand même, mais finir comme la Belgique, c'est-à-dire un État qui se crée faute de mieux, quoi, parce que les puissances aux alentours ont négocié ça pour se Ça créer pourrait des être zones ça, oui. tampons et éviter de se faire la guerre, quoi, parce que Ça pourrait être ça, ça pourrait être ça. Autre solution encore, ce serait le fait que, les États-Unis, profitent de justement cette période révolutionnaire européenne
pour faire en sorte qu'il y ait des divergences qui apparaissent pour qu'il y ait plusieurs Europes à la sortie. Par exemple, qu'il y ait une Europe, on va dire une Europe latine, une Mm. Europe germanique et peut-être ensuite une troisième Europe, on va dire slave, entre l'Ukraine, la Pologne, les États baltes, etc., pour faire en sorte qu'il y ait toujours une forme de division et qu'ils puissent toujours jouer, qu'il n'y ait pas un bloc parfaitement unifié. C'est une alternative possible. D'accord, donc on voit que c'est pas du tout quelque chose de fini et que on ne prédit pas forcément l'État-nation européen. Là, ça va faire plaisir à beaucoup d'auditeurs. Mais qu'on peut, enfin, que le jeu est encore extrêmement ouvert, qu'on est sur une Oui, phase de transformation de l'Europe et que cette phase, elle peut finir avec un État-nation ou avec un morcellement de l'Europe en plusieurs morceaux ou encore avec quelque chose de mou comme ce qu'on a connu et je ne veux pas dire que les Belges sont mous parce qu'après ils vont râler, mais un État qui est constitué faute de mieux, en fait, qui a pas été constitué comme ça, mais qui a été constitué de blocs qui ont été regroupés par les États voilà, autour pour créer une sorte de, de tampon entre eux, quoi. Donc voilà. c'est ça.